Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2, Adolphe Marx. Épisode 8. Quelques semaines plus tard, je vois Diallo et Barry Baba dans la prison. Le corps de Diallo, couvert de plaies, est assez éloquent et me confirme ce qu'il a dû souffrir avant d'accepter de me calomnier. À un moment, il m'est possible d'informer Barry Baba au moyen de signer de quelques mots de la déposition qu'on m'a forcé à faire. Il me regarde sans un mot, et ses regards tombent sur mon corps martyrisé et saturé de blessures. Je vois sa compassion et lis dans ses yeux qu'il comprend ma situation. Quelques jours plus tard, je revois Barry Baba encore une fois. Les blessures profondes qu'il a au bras me prouvent clairement qu'on l'a torturé, lui aussi. Diallo et Barry Baba sont évacués du camp et nous n'avons plus jamais eu de leurs nouvelles, comme c'est le cas pour de nombreux autres détenus dont nous savons qu'ils ont été exécutés. Camp Boiro Inside. Un sentiment douloureux m'envahit encore et je ne peux me pardonner d'avoir cédé là et d'avoir confirmé les déclarations que les deux Africains avaient été contraints de faire. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à me convaincre que tout homme flanche plus ou moins rapidement quand il a le pressentiment de sa mort prochaine. Lorsque, avec le recul du temps, je pense aux déclarations qu'ont faites d'autres personnes et qui m'accablaient, j'essaie de les comprendre car je suppose qu'elles les ont faites dans un état de profond désespoir, après avoir subi les mêmes cruautés que moi. D'autre part, j'éprouve aujourd'hui encore un sentiment de rancune lorsque je pense à certains prisonniers qui se sont comportés comme des lâches et ont été prêts sans avoir subi aucune torture, à répéter comme des perroquets tout ce qu'on a voulu leur faire dire. Et pourtant, ils savaient sûrement que ces dépositions étaient mensongères et que des innocents allaient avoir à en souffrir. Je ne veux pas aller jusqu'à affirmer qu'ils savaient que de nombreuses personnes seraient condamnées en raison de leurs mensonges ou mourraient lentement dans un cachot. Cependant, un innocent décèle rapidement le cercle vicieux de ces hommes en quête d'un poste important qui construisent leur carrière pierre par pierre avec le sang et la mort de leurs semblables, les amis d'aujourd'hui étant les ennemis de demain. L'Afrique est, aujourd'hui encore, un pays sous-développé dans de nombreux domaines, et la Guinée fait partie des pays les moins développés du continent. Mais, en ce qui concerne les méthodes de torture, cette jeune république en sait d'autant que les États qui ont des années d'expérience. Le fait que certains des dirigeants guinéens actuels ont reçu une formation de tortionnaires pendant leurs études à l'étranger n'est un secret pour personne. J'entends de jeunes gardiens bavarder en espagnol. Ils me diront plus tard qu'ils ont appris cette langue pendant leur formation dans les groupes de Fidel Castro à Cuba. Ils parlent avec enthousiasme des stages qu'ils y ont faits, évoquant en particulier les jolies filles de toutes couleurs de peau qui y font leur service militaire comme les hommes. Je suis couché dans ma cellule, et mes pensées tournent toujours autour de la même question: combien de temps vais-je encore pouvoir résister à ces traitements? Un infirmier entre et veut panser mes blessures. Il me regarde, plein de pitié, et me dit: Mon garçon, est-ce vraiment bien nécessaire? Pourquoi n'as-tu pas avoué hier soir? Tu n'as pas encore vu comment on a arrangé les autres? Maintenant, ils ont parlé. Je ne peux qu'affirmer mon innocence. Comme il continue à essayer de me convaincre, je me mets à pleurer de colère. Mon 14e jour de captivité touche à sa fin, et c'est avec angoisse que je me demande si l'interrogatoire nocturne et la séance dans la chambre de torture vont m'être épargnés ce soir. Mon espérance est déçue. Sans interrogatoire cette fois, on me traîne dans la chambre de supplice. Le Libanais Melhem Mekoun et le Français Marcel Robert y sont déjà et attendent. Cette nuit-là, Melhem va souffrir le supplice de la chaise et recevoir de nombreux coups de bâton et de tuyaux en caoutchouc. Ces brutalités sont telles que, des mois plus tard, il ne parviendra toujours pas à s'allumer une cigarette tout seul et il ne pourra que ramper, en tramant une jambe raide. Marcel et moi sommes à genoux sur de petites pierres pointues et nous devons assister à tout ce qu'on fait subir à Melhem pour aider sa mémoire. Il finit par avouer qu'il a changé plus de $1000 avec un Allemand. Après cet aveu, on ne le laisse plus tranquille et on le torture à l'extrême. Toutes les souffrances qu'on lui fait subir s'accompagnent d'un interrogatoire acharné. Combien as-tu encore changé? Arrivé au bout de sa capacité de résistance, Melhem indique le nom de l'Allemand, Sebold. Les tortionnaires sont provisoirement satisfaits de ce renseignement. Puis on nous met tous les trois dans la Jeep garée devant la porte et la voiture se dirige vers le bloc B. En route, un jeune homme de la milice tient son fusil dirigé vers moi.
Comme je sais que les jeunes recrues militaires ont tendance à manier les armes avec beaucoup d'imprudence, je détourne le canon de son fusil et lui conseille de le manier prudemment. Le jeune Africain me regarde d'un air stupéfait mais ne répond pas, et on me refoule dans ma cellule. Camp Boiro Inside. Une nouvelle journée s'écoule, et je me demande pendant des heures ce que je pourrais bien faire pour échapper aux tortures nocturnes. Et il me vient une idée, mais je crains que ces valets de bourreaux, rompus à toutes les astuces, s'aperçoivent de mon stratagème. Cependant, cela vaut la peine d'essayer. Alors, au bout de quelques heures de martyre, je propose aux soldats qui m'interrogent dans la chambre de torture de répondre par écrit à leurs questions. Ils acceptent ma proposition, ce qui me permet de raccourcir une nuit de souffrance. Chaque heure pendant laquelle je peux échapper à ces bourreaux signifie pour moi une économie de force, et j'en ai besoin pour tenir. Le lendemain, je tiens ma promesse et dicte à Diallo, le secrétaire, mes réponses aux questions que l'on m'a posées dans la chambre de torture. Mais quelques heures plus tard, le sous-officier Silla me rapporte mon papier en disant « Ce n'est pas bon. » Encore une fois, mes réponses ne les ont pas satisfaits. Camp Boiro Inside. Il déchire le papier sous mes yeux. Peu de temps après, il revient et je lui dicte les mêmes déclarations, seulement de façon plus concise. Évidemment, ils ne sont pas davantage satisfaits. Chaque heure qui passe me rapproche de la chambre de torture. L'après-midi est particulièrement difficile à supporter, car le soleil de plomb tape sur nos toits de tôle ondulée. Tout semble figé dans le camp. Chacun, y compris les gardiens, veille à ne bouger que si c'est vraiment indispensable. On ouvre certaines cellules un moment pour laisser entrer un peu d'air, ce qui rend ces antres plus supportables. J'entends quelques prisonniers parler des tortures dont je suis l'objet. Ils sont pleins de sympathie et de compassion pour mon sort. J'éprouve de la reconnaissance pour ces hommes qui me donnent le sentiment de ne pas être complètement isolé et abandonné en face de ces traitements diaboliques. À la tombée de la nuit, j'entends prononcer le numéro de ma cellule. 2 gardiens s'appliquent à me faire sentir leur brutalité en cette 16e nuit de captivité. Les tortures sont plus cruelles que les fois précédentes. Ils se vengent sans doute pour la nuit dernière, pendant laquelle ils n'ont pas pu me torturer aussi longtemps qu'ils l'auraient voulu. Lorsque les tortures deviennent trop difficiles à supporter, un évanouissement me sauve et ce n'est que le lendemain matin que je reprends connaissance, couché sur le sol de ma cellule. Camp Boiro Inside. Lorsque j'ai repris quelques forces, j'essaie en vain de faire un trait au mur avec mon petit caillou pour indiquer le 17e jour. Cependant, mes richesses ont augmenté, je possède maintenant un pantalon et une veste, ce qui me permet au moins de m'habiller. Les tortures nocturnes et l'absence de nourriture normale m'ont profondément marqué. Je considère presque comme un miracle le fait d'être encore en vie. Il ne m'est plus possible de marcher de ma cellule à la jeep, désormais, les gardiens me portent aux séances de torture. Mes jambes sont enflées, mon corps est recouvert de blessures de haut en bas. Les punaises, les puces, les poux et les moustiques, mes compagnons de cellule, trouvent sur lui de quoi se nourrir. Mais je ne peux en voir les traces que lorsque la porte s'ouvre et qu'un peu de lumière traverse l'obscurité. Le soir, l'ampoule ternie, remise dans ma cellule 10 jours après la tentative de suicide d'Abdallah, éclaire un peu mon antre. Le déroulement de ce 17e jour ne se distingue en rien de celui des précédents. J'en suis maintenant arrivé au point où je ne peux plus élaborer une seule pensée. J'ai l'impression d'être une épave humaine sans aucune volonté. Je suis un ver qu'on a presque complètement écrasé. Aux yeux des gardiens et de la commission, je suis ce qu'ils appellent « mûr » pour ce qu'ils veulent obtenir de moi avec leur tissu de mensonges. Leurs aveux, qu'ils me présentent tous les jours, se sont raccourcis de soir en soir et ne couvrent plus que 2 feuilles dactylographiées. La liste de ceux qui auraient été recrutés pour les SS a complètement disparu. Au soir de ce 17e jour, on me traîne dans une nouvelle pièce. J'y vois un micro et un magnétophone. Plusieurs hommes sont occupés à mettre au point l'installation électrique et semblent être responsables du bon déroulement technique de la soirée. Que de complications pour anéantir complètement un être humain, je reconnais certains membres de la commission. Ils m'informent qu'ils ont tenu compte de mes désirs et raccourci mes aveux, de telle façon que je puisse les enregistrer sans difficulté. Ismaël Touré me donne lui-même sa parole d'honneur et me promet, au nom du peuple guinéen et de son président Sékou Touré, que je pourrai quitter le pays sans problème dès que je leur aurai lu mes aveux. Je suis incapable d'apposer ma signature sous le texte qu'on m'a préparé, car il m'est impossible de tenir un stylo à billes, et à plus forte raison d'écrire. Je veux voir ce que contient le texte de mes aveux, mais Guichard, le ministre de l'Intérieur, m'en empêche. Le général Sédou Keita, beau-frère du président, me menace des pires tortures.
Je ne sais que trop bien ce qu'il entend par là. En effet, quelques jours auparavant, dans la chambre de torture remplie de prisonniers, j'ai vu de mes propres yeux comment il a fait bastonner un jeune Guinéen de 25 ans environ jusqu'à ce que ce dernier ne gémisse plus. Puis le général s'est mis lui-même à taper sur le mourant jusqu'à ce qu'il ne donne plus aucun signe de vie. Ma résistance est maintenant brisée. Je n'en peux plus. On met le magnétophone en marche et je lis à haute voix ce qui est écrit sur les 2 feuilles. Camboiro Inside.